La radiodiffusion française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le théâtre et l'université, une émission de Philippe de Chartres. Le lundi 26 janvier, à la salle Richelieu, les comédiens français ont donné une représentation de la comédie-ballet de Molière, Le bourgeois gentilhomme, que vous allez entendre dans un découpage radiophonique avec la distribution suivante. Messieurs Denis Dinès, le maître de philosophie, Maurice Escande, Dorante, Louis Seigné, Monsieur Jourdain, Jacques Charon, le maître à danser, Robert Manuel, Coviel, Robert Hirsch, le maître de musique, Jean Piat, Cléonte, Teddy Billis, un garçon tailleur, Jean-Louis Gemma, le maître tailleur, Michel Galabru, le maître d'armes. Et Mesdames Béatrice Bretty, Nicole, Moni Dalmès, Dorimène, Yvonne Godot, Lucille, André de Chauvron, Madame Jourdain. Messieurs Vacchia et Puy-Bernot, élèves du conservatoire, les laquais. Pour la partie chantée, messieurs Molien et Hoffmann, et mesdemoiselles Meyer et Duhainaut. Pour les danses, messieurs Pandellé, Courtois, Faye, Willy Bazin, Vassilikowski, Seri et mademoiselle Amy. Divertissement réglé par madame Léone Maille de l'Opéra, mise en scène de monsieur Jean Meyer, orchestre sous la direction de monsieur André Jolivet. Entrez dans cette salle et vous reposez là en attendant qu'il vienne. Et vous aussi, de ce côté. Est-ce fait? Oui. Voyons. Nuit et jour, voilà qui est bien. Est-ce quelque chose de nouveau? Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici. En attendant que notre homme fût éveillé. Fait-on voir ce que c'est? Vous allez les entendre avec le dialogue quand il viendra.
Il ne tardera guère. Ah, nos occupations à vous et à moi ne sont pas petites maintenant. Il est vrai. Nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux. Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Et votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât. Ah non, pas entièrement. Et je voudrais pour lui qu'il se connût mieux qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons. Il est vrai qu'il les connaît mal. Mais il les paye bien. Et c'est de quoi nos arts ont maintenant plus besoin que de toute autre chose. Pour moi, je vous l'avoue, je me repèse un peu de gloire. Les applaudissements me touchent. Et je tiens que dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sots, que d'essuyer sur des compositions la barbarie d'un stupide. Bon, il y a plaisir, ne m'en parlez point, travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage, et par de chatouillantes approbations, vous régaler de votre travail. Oui, la récompense la plus agréable qu'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connues, de les voir caressées d'un applaudissement qui vous honore. Il n'y a rien, à mon avis, qui nous paye mieux que cela de toutes nos fatigues. Et ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées. J'en demeure d'accord. Et je les goûte comme vous. Il n'y a rien, assurément, qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites. Mais cet encens ne fait pas vivre. Des louanges toutes pures ne mettent point un homme à son aise, il faut y mêler du solide. Et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec les mains. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses et n'applaudit qu'à contresens. Mais son argent redresse les jugements de son esprit. Il a du discernement dans sa bourse. Ses louanges sont monnayées. Et ce bourgeois ignorant nous vaut mieux, comme vous le voyez, que le grand seigneur éclairé qui nous a introduits ici. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites. Mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent. Et l'intérêt est quelque chose de si bas qu'il ne faut jamais qu'un honnête homme montre pour lui de l'attachement. Vous recevez fort bien pourtant l'argent que notre homme vous donne. Assurément. Mais je n'en fais pas de mon bonheur. Et je voudrais qu'avec son bien, il eût encore quelque bon goût des choses. Mais je le voudrais aussi. Et c'est à quoi nous travaillons tous deux autant que nous pouvons. Mais, en tout cas, il nous donne le moyen de nous faire connaître dans le monde. Et il paiera pour les autres ce que les autres loueront pour lui. Le voilà qui vient. Eh bien, messieurs, qu'est-ce? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie? Comment? Quelle petite drôlerie? Eh? Là... Comment appelez-vous cela? Votre prologue? Ou dialogue de chansons et de danse? Oh! Oh! Vous nous y voyez préparés. Je vous ai fait un peu attendre. Mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais. Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. Je vous prie tout de ne vous point en aller qu'on ne m'ait apporté mon habit, afin que vous me puissiez voir. Tout ce qu'il vous plaira. Vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête. Nous n'en doutons point. Je me suis fait faire cette indienne-ci. Elle est fort belle. Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Cela vous sied à merveille. Laquais! Oula! Mes deux laquais! Que voulez-vous, monsieur? Rien. C'est pour voir si vous m'entendez bien. Que dites-vous de mes livrets? Elles sont magnifiques. Voici encore un petit déshabillé.
pour faire le matin mes exercices. Il est galant. Laquais? Monsieur. L'autre laquais. Monsieur. Tenez ma robe. Me trouvez-vous bien comme cela? Fort bien, on ne peut pas mieux. Voyons un peu votre affaire. Je voudrais bien auparavant vous faire entendre l'air qu'il vient de composer pour la sérénade que vous m'avez demandé. C'est un de mes écoliers qui a pour ces sortes d'affaires un talent admirable. Oui, mais il ne fallait pas faire cela par un écolier. Vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là. Et il ne faut pas, monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres. Et l'air est aussi beau qu'il s'en puisse faire. Écoutez seulement. Donnez-moi ma robe. Pour mieux entendre. Attendez. Je crois que je serai mieux sans robe. Redonnez-la moi. Cela ira mieux. Si vous traitez ainsi, délire qui vous aime, hélas, hélas, que pourriez-vous faire à vos ennemis? Si vous traitez ainsi, délire qui vous aime, hélas, hélas, que pourriez-vous faire à vos ennemis? Non, cette chanson est un peu lugubre. Et elle endort. Et je voudrais que vous la puissiez un peu ragaillardir par-ci, par-là. Il faut, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles. Oh, on m'en apprit un tout à fait joli il y a quelque temps. Attendez. Là. Et comment est-ce qu'il dit? Dans ma foi, je ne sais. Il y a du mouton dedans. Du mouton. Oui. Oh. Je croyais Jeanneton aussi douce que belle. Je croyais Jeanneton plus douce qu'un mouton. 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 Hélas, hélas, elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle que n'est le tigre
N'est-il pas joli, hein? Le plus joli du monde. Et vous le chantez bien. C'est sans avoir appris la musique? Ah, vous devriez l'apprendre, monsieur. Comme vous faites la danse. Ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. Et qui ouvrent l'esprit d'un homme aux belles choses. Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Oui, monsieur. Je l'apprendrai donc. Mais je ne sais quel temps je pourrais prendre, car outre le maître d'armes qui me montre, j'ai arrêté encore un maître de philosophie qui doit commencer ce matin. La philosophie est quelque chose. Mais la musique, monsieur. La musique. La musique et la danse. La musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique. Il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse. Sans la musique, un état ne peut subsister. Sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde ne viennent que pour n'apprendre pas la musique. Tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont les histoires sont remplies, les bévues des politiques et les manquements des grands capitaines, tout cela n'est venu que faute de savoir danser. Comment cela? La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes? Cela est vrai. Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Vous avez raison. Lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille, ou au gouvernement d'un État, ou au commandement d'une armée, ne dit-on pas toujours un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire? Ah oui. Ah oui, on dit cela. Et faire un mauvais pas peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir pas danser? Cela est vrai. Et vous avez raison tous deux. C'est pour vous montrer l'excellence et l'utilité de la danse et de la musique. Je comprends cela à cette heure. Voulez-vous voir nos deux affaires? Oui. Je vous l'ai déjà dit, c'est un petit essai que j'ai fait autrefois des diverses passions que peut exprimer la musique. Fort bien. Allons, venez, venez. Il faut vous figurer qu'ils sont habillés en berger. Oh, pourquoi toujours des bergers? On ne voit que cela partout. Lorsqu'on a des personnes à faire parler en musique, il faut bien que pour la vraisemblance on donne dans la bergerie. Le chant était de tout temps affecté aux bergers. Il n'est guère naturel en dialogue que des princes ou des bourgeois chantent leur passion. Passe, passe. Voyons. Un cœur dont l'amoureuse empire de mille soins est toujours agité. On dit qu'avec plaisir languit mon soupir. Mais quoi qu'on puisse dire, il n'est rien de si doux que notre liberté. Mais quoi qu'on puisse dire, il n'est rien de si doux que notre liberté. Ah, qu'il est doux d'aimer quand deux cœurs sont fidèles. Qu'il est doux d'aimer quand deux cœurs sont fidèles. Qu'il est doux d'aimer quand deux cœurs sont Est-ce tout? Oui,
Je trouve cela bien tossé. Il y a là-dedans de petits dictons assez jolis. Voici pour mon affaire un petit essai des plus beaux mouvements et des plus belles attitudes dont une danse puisse être variée. Sont encore des bergers. C'est ce qu'il vous plaira. Allons. Sur un signe du maître, un groupe de danseurs fait son entrée. Allons, messieurs, plus vite, ceci. Gravement ce mouvement de sarabande. Prenons bien cette bourrée. Entrez bien cette gaillarde. Donnez de l'accent à cet air de Canaries. Voilà qui n'est point sot. Et ces gens-là se trémoussent bien. Quand la danse sera mêlée avec la musique, cela fera plus effet encore. Et vous verrez quelque chose de galant dans le petit ballet que nous avons ajusté pour vous. C'est pour tantôt au moins, car la personne pour qui j'ai fait faire tout cela me doit faire l'honneur de venir dîner séant. Tout est prêt. Au reste, monsieur, ce n'est pas assez. Il faut qu'une personne comme vous, qui êtes magnifique et qui avez de l'inclination pour les belles choses, ait un concert de musique chez soi, tous les mercredis ou tous les jeudis. Est-ce que les gens de qualité en ont? Oui, monsieur. J'en aurai bon. Cela sera-t-il beau? Oh, sans doute. Il vous faudra 3 voix. Un dessus, une autre contre et une basse, qui seront accompagnées d'une basse de viol, d'un théorbe et d'un clavecin pour les basses continues, avec 2 dessus de violon pour jouer les ritournelles. Il y faudra mettre aussi une trompette marine. La trompette marine est un instrument qui me plaît et qui est harmonieux. Laissez-nous gouverner les choses. Au moins, n'oubliez pas tantôt de m'envoyer des musiciens pour chanter à table. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Mais surtout, que le ballet soit beau. Vous en serez content. Et entre autres choses, de certains menuets que vous y verrez. Oh! Les menuets sont ma danse. Je veux que vous me les voyiez danser. Allons, mon maître. Un chapeau, messieurs, s'il vous plaît. Ah. La, 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 la.
la, en cadence, s'il vous plaît. La jambe droite, la. Me remuer, pointant la tête, la. Vos deux bras sont estropiés. La haussez la tête, tournez la pointe du pied en dehors. La, dressez votre corps. Monsieur Jourdain a terminé sa leçon de danse en apprenant à faire la révérence. Puis il passe à un autre genre d'exercice avec son maître d'armes qui lui apprend à battre en cartes et en tierces. À peine cette leçon est-elle terminée qu'une violente querelle éclate entre les trois professeurs, persuadés chacun de l'excellence de leur discipline, quand survient le maître de philosophie qui va donner à monsieur Jourdain sa première leçon. Oh là, monsieur le philosophe! Vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci. Qu'est-ce donc y a-t-il, messieurs? Mais ils se sont mis en colère sur la préférence de leur profession, jusqu'à se dire des injures et vouloir en venir aux mains. Et quoi, messieurs? Faut-il s'emporter de la sorte? Et n'avez-vous point lu le docte traité que Sénèque a composé de la colère? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce? Il a raison. Ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements? Comment monsieur vient nous dire des injures à tous deux, en méprisant la danse que j'exerce et la musique dont il fait profession? Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire. Et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la passion. Ils ont toute l'audace de vouloir comparer leur profession à la mienne. Faut-il que cela vous émeuve? Ce n'est pas de belles gloires et de conditions que les hommes doivent disputer entre eux. Et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu. Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneur. Et moi que la musique en est une que tous les siècles ont révérée. Et moi, je leur soutiens que la science, je dirais les arts, est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve tout droit bien impertinent de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à des choses qu'on ne voit pas vraiment nourrir du nom d'art et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métiers misérables, de gladiateurs, de chanteurs et de baladins. Allez, philosophe de chien. Allez, pélitre de pédant. Allez, Christophe Fieffé! Comment, maraud que vous êtes! Oh, et puis battez-vous tant qu'il vous plaira. Je n'y saurais que faire. Je n'irai pas gâter ma robe pour vous séparer. Je serais bien fou de m'aller fleurer parmi eux pour recevoir quelques coups qui me feraient mal. Oh, nous Oh, venons à notre leçon. monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Ça n'est rien. Oh. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Et je vais composer contre eux une satire du style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Laissons ça. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrai. Car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. Et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina,
Vitesse quasi mortis imago. Vous entendez cela, vous savez le latin, ça? Oh oui. Mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Oh, ce latin-là a raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Ah oui! Je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Oh, Voulez-vous que je vous apprenne la logique? qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les 3 opérations de l'esprit. Qui sont-elles, ces 3 opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux, la seconde est de bien juger par le moyen des catégories, la troisième de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, c'est la reine d'un inferno, etc., etc. Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Oh, cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose, qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale? La morale? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leur passion. Non! Laissons cela! Je suis bilieux comme tous les diables et il n'y a morale qui tienne. Je me veux mettre en colère tout mon sou quand il m'en prend envie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et des propriétés des corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, et nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons. Il y a trop de tintamarre là-dedans. Trop de brouillamini. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach. Pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a pas. Soit, pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer, selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles, parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voyelles, ils ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. 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 La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A. I. A. I. A. I. A. I. Ma foi, oui. Oh, que cela est beau. Et la voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les 2 coins de la bouche vers les oreilles. A. I. 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 A. I. Cela est vrai. Vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les 2 coins, le haut et le bas. O. 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 Oh. Oh. Il n'y a rien de plus juste. Ah. Et. I. Oh. I. Oh. Cela est
admirable. Oh, oh, L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. O. oh, oh, vous avez raison. Oh, oh, la belle chose que de savoir quelque chose. La bravoure se forme en rapprochant les dents, sans les joindre entièrement, et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre, sans les joindre tout à fait. Et il n'y a rien de plus véritable. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. D'où vient que si vous la vouliez faire à quelqu'un et vous moquiez de lui, vous ne sauriez lui dire que Cela est vrai. Oh, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela. Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les consonnes. Mais est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. D, D, da, da, da. 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 Oui. Ah, les belles choses, les belles choses. L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre du dessous. F, F, Fa. 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 Oh, c'est la vérité. Oh, mon père et ma mère, que je vous veux mal. Et l'air en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Ra, 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 ra. Cela est vrai. Oh, l'habile homme que vous êtes, et que j'ai perdu de temps. Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie. Ouast. Il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Oh. Oh non. Oh non, point de verre. Vous ne voulez que de la prose. Oh non. Oh non. Je ne veux ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc cela? De la prose. Quoi? Quand je dis « Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit », c'est de la prose? Oui, monsieur, c'est de la prose. Oh, par ma foi. Il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela.
Je voudrais donc lui mettre dans un billet: belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que ce fût tourné gentiment. Eh bien, maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur ensemble, que vous souffrez nuit et jour pour elle des violences. Non. Je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je. Je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet. Mais, tournez à la mode. Bien arrangé comme il faut. Je vous prie de me dire un peu, pour voir, les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre, premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour, mourir, me font... Belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, beaux yeux, beaux d'amour, me font... Belle marquise, mourir. Ou bien, mourir, vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien, me font, vos yeux, beaux, mourir... Belle marquise d'amour, ou bien... Oui, mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Ah, celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié, et j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur, et je vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas, je n'y manquerai pas. Et fa. Mon habit n'est point encore arrivé? Non, monsieur. Oh, ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour où j'ai tant d'affaires. Ah! La fièvre qu'entraîne, puis ce serait bien fort le bourreau de tailleur. Au diable le tailleur! La peste étouffe le tailleur! Si je le tenais maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur-là, ce traître de tailleur, Ah, voilà. Allez mettre en colère contre vous. Je n'ai pas pu venir plus tôt et j'ai mis 20 garçons après votre avis. J'avais envoyé des bas de soie si étroits que j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre. Il y a déjà 2 mailles de rompues. Ils ne s'élargiront que trop. Ah oui, si je romps toujours des mailles. J'avais aussi fait faire des souliers. Ils me blessent furieusement. Point du tout. Comment, point du tout? Non, ils ne vous blessent point. Je vous dis qu'ils me blessent, moi. Vous vous imaginez cela? Je me l'imagine. Je me l'imagine parce que je le sens. Alors voyez la belle raison. Tenez! Voilà le plus bel habit de la cour et le mieux assorti. C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fût pas noir. Et je le donne en 6 coups aux tailleurs les plus éclairés. Qu'est-ce que c'est que ceci? Vous avez mis les fleurs en ombre? Vous ne m'avez pas dit que vous les vouliez en haut? Est-ce qu'il faut dire cela? Oui, vraiment. Toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Les personnes de qualité portent les fleurs en bas? Oui, monsieur. Ah. Voilà qui est donc bien. Si vous voulez, je les mettrai en haut. Non. Vous n'avez qu'à dire. Non, vous avez bien fait, vous dites. Croyez-vous que l'habit m'aille bien? Belle demande. Je défie un peintre avec son pinceau de vous faire rien de plus juste. J'ai chez moi un garçon qui, pour monter une ragave, est le plus grand génie du monde. Et un autre qui, pour assembler un pourpoint, est le héros de notre temps. La perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Tout est bien. Ah.
monsieur le tailleur. Voilà de mon étoffe, du dernier habit que vous m'avez fait. Je la reconnais bien. C'est que l'étoffe me sembla si belle et que j'en ai voulu lever un habit pour moi. Ouais, mais il fallait pas le lever avec le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Ah oui. Tenez-moi! Attendez, ça ne va pas comme cela. J'ai amené des gens pour vous habiller en cadence et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Ah. Voilà, entrez vous autres. Mettez cet habit à monsieur de la manière que vous faites aux personnes de qualité. Mon gentilhomme, donnez s'il vous plaît au garçon quelque chose pour voir. Comment m'appelez-vous? Mon gentilhomme. Mon gentilhomme. Voilà ce que c'est de se mettre en personne de qualité. Allez-vous en demeurer toujours habillé en bourgeois? On ne vous dira point mon gentilhomme. Tenez, voilà pour mon gentilhomme. Monseigneur, nous vous sommes bien obligés. Monseigneur! Oh, monseigneur! Attendez, mon ami. Monseigneur mérite quelque chose. Et ce n'est pas une petite parole que monseigneur, tenez, voilà ce que monseigneur vous donne. Monseigneur, nous allons boire tous à la santé de votre grandeur. Votre grandeur? Oh, attendez, ne vous en allez pas! À moi, votre grandeur. Ma foi, s'il va jusqu'à l'Altesse, il aura toute la bourse. Tenez, voilà pour ma grandeur. Monseigneur, nous la remercions très humblement de sa libéralité. Oui, il a bien fait. Je lui allais tout donner. Monsieur Jourdain, habillé, ou plutôt déguisé en gentilhomme, fait rire aux éclats sa servante et provoque la colère de sa femme. Ah, vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. Lorsque je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement. Et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Ça ment vraiment. Il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles. Et vous avez bien opéré avec ce beau monsieur le comte, dont vous vous êtes embéguiné. Songez à ce que vous dites. Savez-vous bien, ma femme, que vous ne savez pas de qui vous parlez quand vous parlez de lui?
est une personne d'importance, plus que vous ne pensez. Un seigneur que l'on considère à la cour et qui parle au roi, tout comme je vous parle. Et c'est pas une chose qui m'est tout à fait honorable que l'on voit venir chez moi si souvent une personne de cette qualité qui m'appelle son cher ami et me traite comme si j'étais son égal. Il a pour moi des bontés qu'on ne devinerait jamais. Et devant tout le monde, il me fait des caresses dont je suis moi-même confus. Oui, Oh. il a des bontés pour vous. Il vous fait des caresses. Mais il vous emprunte votre argent. Eh bien, ne m'est-ce pas de l'honneur que de prêter de l'argent à un homme de cette condition-là? Et puis-je faire moins pour un seigneur qui m'appelle son cher ami? Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Des choses dont on serait étonné si on les savait. Et quoi? Basta! Je ne puis pas m'expliquer. Il suffit que si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien. Et avant qu'il soit peu. Oui, attendez-vous à cela. Assurément. Ne me l'a-t-il pas dit? Oui, oui, il ne manquera pas d'y faillir. Il m'a juré sa foi, gentilhomme. Chanson! Ouais, vous êtes bien obstinée, ma femme. Je vous dis qu'il me tiendra parole, j'en suis sûr. Et moi, je suis sûr que non. Les caresses qu'il vous fait, ils sont pour vous enjôler. Taisez-vous, le voici. Ah, il ne nous faut plus que cela. Il vient peut-être encore vous faire quelque emprunt. Et il me semble que j'ai dîné quand je le vois. Mon cher ami, monsieur Jourdain, comment vous portez-vous? Fort bien, monsieur, pour vous rendre mes petits services. Et Madame Jourdain, que voilà, comment se porte-t-elle? Madame Jourdain se porte comme elle peut. Ouais. Comment, monsieur Jourdain, vous voilà le plus propre du monde. Vous voyez. Vous avez tout à fait bon air avec cet habit, et nous n'avons pas de jeunes gens à la cour qui soient mieux faits que vous. Il le gratte par où il se démange. Tournez-vous. Oh, cela est tout à fait galant. Oui, aussi saut par derrière que par devant. Ma foi, monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus. Et je parlais de vous encore ce matin dans la chambre du roi. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. La chambre du roi. Voyons, mettez. Monsieur, je sais le respect que je vous dois. Mettez, point de cérémonie entre nous, je vous prie. Monsieur. Mettez, vous dis-je, monsieur Jourdain, vous êtes mon ami. Monsieur, je suis votre serviteur. Je ne me couvrirai point si vous ne vous couvrez. J'aime mieux être un civil qu'un porteur. Je suis votre débiteur, comme vous savez. Oui, nous le savons trop. Vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions et m'avez obligé de la meilleure grâce du monde, assurément. Je vous moquer. Mais je sais rendre ce qu'on me prête et reconnaître les plaisirs qu'on me fait. N'en doute point, monsieur. Je veux sortir d'affaires avec vous et je viens ici pour faire nos comptes ensemble. Vous voyez votre impertinence. Voyons un peu ce que je vous dois. Je vous le disais bien. Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté? Et je crois que oui. J'en ai fait un petit mémoire. Le voici. Donnez à vous une fois 200 louis. C'est vrai. Une autre fois 6,20. Oui. Une autre fois 140. Vous avez raison. Ces trois articles font 460 louis qui valent 5060 livres. 5060 livres, le compte est bon. 1832 livres à votre plumassier. Justement. 2780 livres à votre tailleur. Il est vrai. 4379 livres, 12 sols, 8 deniers à votre marchand. Tout cela est véritable. Qu'est-ce que cela fait? Et somme totale 15 800 livres. Somme totale est juste. 15 800 livres. Mettez encore 200 pistoles que vous m'avez données. Cela fera justement 18 000 francs que je vous paierai au premier jour. Eh bien, ne l'avais-je pas bien deviné? Cela vous incommodera-t-il de me donner ce que je vous dis? Non. Cet homme-là fait de vous une vache à lait. Si cela vous incommode, j'en irai chercher ailleurs. Non, Il ne monsieur. sera pas content qu'il ne vous ait ruiné. vous dis, C'est un vrai enjôleur. Vous n'avez qu'à dire si cela vous embarrasse. Et point, monsieur. Oh, il vous sucera jusqu'au dernier souffle. Vous tairez-vous. J'ai force gens qui m'en prêteraient avec joie. Mais comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai pensé que je vous ferais tort si j'en allais demander à quelqu'un. Mais c'est trop d'honneur que vous me faites. Je vais guérir votre affaire. Quoi, vous allez encore lui donner cela? Puis-je refuser un homme de cette condition-là qui a parlé de moi ce matin dans la chambre du roi? Allez, vous êtes une vraie dupe. Vous voilà tout mélancolique.
Qu'avez-vous donc, Madame Jourdain? J'ai la tête plus grosse que le poing, et ici, elle n'est pas enflée. Mademoiselle, votre fille, où donc est-elle, que je ne la vois pas? Mademoiselle, ma fille, est bien où elle est. Comment se porte-t-elle? Elle se porte sur ses deux jambes. Ne voulez-vous point de ces jours venir voir avec elle le ballet et la comédie que l'on fait chez le roi? Oui, vraiment, nous avons fort envie de rire. Fort envie de rire, nous avons. Je pense, Madame Jourdain, que vous avez eu bien des amants dans votre jeune âge, belle et d'agréable humeur comme vous étiez. Très bien, monsieur. Est-ce que Madame Jourdain est décrépite? Et la tête lui grouille-t-elle déjà? Ma foi, Madame Jourdain, je vous demande pardon. Je ne songeais pas que vous êtes jeune et je rêve le plus souvent. Je vous prie d'excuser mon impertinence. Voilà 200 louis bien comptés. Je vous assure, Monsieur Jourdain, que je suis tout à vous et je brûle de vous rendre un service à la cour. C'est trop d'honneur que vous me faites. Si Madame Jourdain veut venir voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle. Madame Jourdain vous baise les mains. Notre belle marquise, comme je vous ai mandé par mon billet, viendra tantôt ici pour le ballet et le repas, et je l'ai fait consentir enfin au cadeau que vous lui voulez donner. Tirons-nous un peu de ce côté, pour cause. Il y a 8 jours que je ne vous ai vu et je ne vous ai point demandé des nouvelles du diamant que vous me mites entre les mains pour lui en faire présent de votre part. C'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre son scrupule, et ce n'est que d'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter. Comment l'a-t-elle trouvé? Merveilleux! Et où je me trompe fort, où la beauté de ce diamant fera pour vous sur son esprit un effet admirable. Plutôt au ciel. Quand il est une fois avec lui, il ne le peut quitter. Je lui ai fait valoir comme il faut la richesse de ce présent et la grandeur de votre amour. Ah, ce sont là, monsieur, des bontés qui m'accablent. Et je suis dans une confusion la plus grande du monde de voir une personne de votre qualité s'abaisser pour moi à ce que vous faites. Vous moquez-vous? Est-ce qu'entre amis, on s'arrête de pareils scrupules? Et ne feriez-vous pas pour moi la même chose, si l'occasion s'en offrait? Oh, assurément, et de très grand cœur. Sa présence me pèse sur les épaules. Pour moi, je ne regarde rien quand il faut servir un ami. Et lorsque vous me fîtes confidence de l'ardeur que vous aviez prise pour cette marquise agréable chez qui j'avais commerce, vous dites que d'abord je m'offris de moi-même à servir votre amour. Il est vrai. Et ce sont là des bontés qui me confondent. Est-ce qu'il ne s'en ira point? Ils se trouvent bien ensemble. Vous avez pris le bon biais pour toucher son cœur et les femmes aiment surtout les dépenses que l'on fait pour elles. Et vos fréquentes sérénades, vos bouquets continuels, ce superbe feu d'artifice qu'elle trouva sur l'eau, le diamant qu'elle a reçu de votre part, et le cadeau que vous lui préparez. Tout ça lui parle bien plus en faveur de votre amour que toutes les paroles que vous auriez pu lui dire vous-même. Il n'y a point de dépense que je ne fisse. Si par là, je pouvais trouver le chemin de son cœur. Une femme de qualité a pour moi des charmes ravissants. Et c'est un honneur que j'achèterais au prix de toute chose. Que peuvent-ils tant dire ensemble? Va-t-on un peu tout doucement prêter l'oreille? Ce sera tantôt que vous jouirez à votre aise du plaisir de sa vie et vos yeux auront tout le temps de se satisfaire. Pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira dîner chez ma sœur, où elle passera toute l'après-dîner. Vous avez fait fort prudemment et votre femme aurait pu nous embarrasser. J'ai donné pour vous l'ordre qu'il faut au cuisinier. Il y a toutes les choses qui sont nécessaires pour le ballet. Il est de mon invention et pour peu que l'exécution puisse répondre à l'idée, je peux le faire. Ouais! Vous êtes bien impertinente! Sortons. Oh, s'il vous plaît. Oh. Enfin, madame, la curiosité m'a coûté quelque chose. Mais je crois qu'il y a quelqu'un Anguille sous roche. Il parle de quelque affaire où ils ne veulent pas que vous soyez. Ce n'est pas d'aujourd'hui, Nicole, que j'ai des soupçons de mon mari. Je suis la plus trompée du monde. Où il y a quelque amour en campagne. Et je travaille à découvrir ce que ce peut être. Mais songeons à ma... monde où il y a quelque amour en campagne. Et je travaille à découvrir ce que ce peut être. Mais songeons à ma vie. Tu sais l'amour que Clément a pour elle. C'est un homme qui me revient. Je veux aider à sa recherche et lui donner Lucille. Si je... En vérité, madame, je suis la plus ravie du monde de vous voir dans ces sentiments. Car si le maître vous revient, le valet ne revient pas moins. Et je souhaiterais que notre mariage se puisse faire à l'ombre du leur. Eh bien, va-t-on lui parler de ma part et lui dire que tout à l'heure, il me vienne trouver afin de faire ensemble à mon mari la demande de ma fille. J'y cours, madame, avec joie. Je ne pouvais recevoir une commission plus agréable. Je vais, je pense, bien réjouir les gens. Ah, vous voilà tout à propos. Je suis une ambassadrice de joie. Et je viens... Retire-toi, perfide, et ne viens point t'amuser avec les traîtresses paroles. Ainsi que vous recevez... Retire-toi, te dis-je.
Et va-t'en dire de ce pas à ton infidèle maîtresse qu'elle n'abusera de sa vie, notre simple Cléonte. Quel vertigo est-ce donc là? Mon pauvre Coviel, dis-moi un peu ce que ça veut dire. Ton pauvre Coviel, petite scélérate. Allons vite au toit de mes yeux vilaines et me laisse en repos. Quoi? Tu me viens aussi? Au toit de mes yeux, te dis. Et ne me parle de ta vie. Eh, quelle mouche les a piqués tous deux. Allons de cette belle histoire informer ma maîtresse. Quoi? Traiter un amant de la sorte? Et un amant le plus fidèle et le plus passionné de tous les amants. C'est une chose épouvantable que ce qu'on nous fait à tous deux. Je fais voir pour une personne toute l'ardeur et toute la tendresse qu'on peut imaginer. Je n'aime rien qu'elle au monde et je n'ai qu'elle dans l'esprit. Elle fait tous mes soins, tous mes désirs, toute ma joie. Je ne parle que d'elle, je ne pense qu'à elle, je ne fais des songes que d'elle, je ne respire que par elle, mon cœur vit tout en elle. Et voilà de tant d'amitié la digne récompense. Je suis 2 jours sans la voir, qui sont pour moi 2 siècles effroyables. Je la rencontre par hasard. Mon cœur à cette vue se sent tout transporté. Ma joie éclate sur mon visage. Je vole avec ravissement vers elle. Et l'infidèle détourne de moi ses regards et passe brusquement comme si de sa vie elle ne m'avait vu. Je dis les mêmes choses que vous. Peut-on rien voir d'égal, Coviel, à cette perfidie de l'ingrate Lucie? À celle, monsieur, de la pendarde de Nicole. Après tant de sacrifices ardents, de soupirs et de vœux que j'ai fait à ses chars. Après tant d'assidus hommages, de soins et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine. Tant de larmes que j'ai versées à ses genoux. Tant de seaux d'eau que j'ai tirés au puits pour elle. Tant d'ardeur que j'ai fait paraître à la chérir plus que moi-même. Tant de chaleur que j'ai souffert à tourner la broche à sa place. Elle me fuit avec mépris. Elle me tourne le dos avec effronterie. C'est une perfidie digne des plus grands châtiments. C'est une trahison à mériter 1000 souffles. Ne t'avise point, je te prie de me parler jamais pour elle. Moi, monsieur Dieu m'en garde. Ne viens point m'excuser l'action de cet infidèle. N'ayez pas peur. Non, vois-tu, tous tes discours pour la défendre ne serviront de rien. Qui songe à cela? Je veux, contre elle, conserver mon ressentiment et rompre ensemble tout commerce. Qui consent? Ce monsieur le comte qui va chez elle lui donne peut-être dans la vue. Et son esprit, je le vois bien, se laisse éblouir à la qualité. Mais il me faut, pour mon honneur, prévenir l'éclat de son inconstance. Je veux faire autant de pas qu'elle au changement où je la vois courir. Et ne lui laissez pas toute la gloire de me quitter. C'est fort bien dit, et j'entre pour mon compte dans tous vos sentiments. Donne la main à mon dépit et soutiens ma résolution contre tous les restes d'amour qui me pourraient parler pour elle. Dimanche, je t'en conjure, tout le mal que tu pourras. Fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende méprisable. Et marque-moi bien pour m'en dégoûter tous les défauts que tu peux voir en elle. Elle, monsieur, voilà une belle mijaurée. Une pomme souée bien bâtie pour vous donner tant d'amour. Je ne lui vois rien que de très médiocre. Et vous trouverez 100 personnes qui seront plus dignes de vous. Premièrement, elle a les yeux petits. Cela est vrai, elle a les yeux petits. Mais elle les a pleins de feu. Les plus brillants, les plus perçants du monde. Les plus touchants qu'on puisse voir. Elle a la bouche grande. Oui, mais on y voit des grâces qu'on ne voit point aux autres bouches. Et cette bouche, en la voyant, inspire des désirs. Et la plus attrayante, la plus amoureuse du monde. Pour sa taille, elle n'est pas grande. Non, mais elle est aisée, bien. Elle affecte une nonchalance dans son parler, dans ses actions. Il est vrai, mais elle a grâce à tout cela. Et ses manières sont engageantes. Ont je ne sais quel charme à s'insinuer dans les cœurs. Pour de l'esprit. Ah! Elle en a, Coviel, du plus fin, du plus délicat. Sa conversation. Sa conversation est charmante. Elle est toujours sérieuse. Veux-tu de ses enjouements épanouis? De ses joies toujours ouvertes? Vois-tu rien de plus impertinent que les femmes qui rient à tout propos? Mais enfin, elle est capricieuse autant que personne du monde. Oui, elle est capricieuse, j'en demeure d'accord. Mais tout s'y est bien, nos belles. On souffre tout des belles. Puisque cela va comme ça, je vois bien que vous avez envie de l'aimer toujours. Moi? J'aimerais mieux mourir. Et je vais la haïr autant que je l'ai aimée. Le moyen, si vous la trouvez si parfaite. C'est en quoi ma vengeance sera plus éclatante. En quoi je veux faire mieux voir la force de mon cœur. À la haïr, à la quitter, toute belle, toute aimable, toute pleine d'attrait, que je la trouve. La voici. Pour moi, j'en étais toute scandalisée. C'est peut-être Nicole que ce que je dis, mais le voilà. Je ne veux pas seulement lui parler. Je veux vous imiter. Qu'est-ce donc, Cléante? Qu'avez-vous? Qu'as-tu donc, Coviel? Quel chagrin vous possède? Quelle mauvaise humeur te tient? Êtes-vous muette, Cléante? As-tu perdu la parole, Coviel? Que voilà qui est scélérat. Que cela est Judas. Je vois bien que la rencontre de tantôt a troublé votre esprit. Ah ah! On voit
Voilà ce qu'on a fait. Le recueil de ce matin t'a fait prendre la chair. On a deviné l'encluure. N'est-il pas vrai, Cléonte, que c'est là le sujet de votre dépit? Oui, perfide, cela est, puisqu'il faut parler. Et j'ai à vous dire que vous ne triompherez pas comme vous pensez de votre infidélité, que je vais être le premier à rompre avec vous et que vous n'aurez pas l'avantage de me chasser. J'aurai de la peine sans doute à vaincre l'amour que j'ai pour vous, cela me causera des chagrins, je souffrirai un temps, mais j'en viendrai à bout. Et je me percerai dans le cœur que d'avoir la faiblesse de retourner à vous. Que si, que mi. Voilà bien du bruit pour rien. Je veux vous dire, Cléonte, le sujet qui m'a fait ce matin éviter votre abord. Non, je ne veux rien écouter. Tu peux apprendre la cause qui nous a fait passer si vite. Je ne veux rien entendre. Sachez que ce matin... Non, vous dites. Apprendre. Non, traîtresse. Moi la fait. Laisse-moi dire. Je suis sourd. Non. Reviens. Ouais. Arrêtez. Chanson. Entends-moi. Bagatelle. Point du tout. Un peu de patience. Papa. Non, c'en est fait. Un mot. Plus de commerce. Puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeurez dans votre pensée parce qu'il vous plaira. Ce que tu fais comme ça, prends-le tout comme tu voudras. Sachons donc le sujet d'un si bel accueil. Il ne me plaît plus de le dire. Apprends-nous un peu cette histoire. Je ne veux plus, moi, te l'apprendre. Dites-moi. Non, je ne peux rien dire. Conte-moi. Ah, je ne compte rien. De grâce. Non, vous dites. Par charité. Rien à faire. Je vous en prie. Laissez-moi. Je t'en conjure. Toi de là. Lucille. Non, Nicole. Au nom des je ne dieux. veux pas. Parle-moi. Pas du tout. Éclaircissez mes doutes. Non, je n'en ferai rien. Guéris-moi l'esprit. Non, il ne me plaît pas. Eh bien, puisque vous vous souciez si peu de me tirer de peine, et de vous justifier du traitement indigne que vous avez fait à ma flamme, vous me voyez ingrate pour la dernière fois. Je vais, loin de vous, mourir de douleur et d'amour. Et moi, je vais suivre ses pas. Cléonte, Reviens. Hein? Qu'y a-t-il? où allez-vous? Où je vous ai dit. Nous allons mourir. Vous allez mourir, Cléonte. Oui, cruel, puisque vous le voulez. Moi, je veux que vous mouriez. Oui, vous le voulez. Je vous le dis. Mais n'est-ce pas le vouloir que de ne vouloir pas éclaircir mes soupçons? Est-ce ma faute? Et si vous aviez voulu m'écouter, ne vous aurais-je pas dit que l'aventure dont vous vous plaignez a été causée ce matin par la présence d'une vieille tante, qui veut à toute force que la seule approche d'un homme déshonore une fille, qui perpétuellement nous sermonne sur ce chapitre et nous figure tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir. Voilà le secret de l'affaire. Ne me trompez-vous point, Lucille. Ne m'en donnes-tu point à Ce garder? n'est rien de plus vrai. C'est la chose comme elle est. Nous rendrons-nous à cela? Ah, Lucille, qu'avec un mot de votre bouche, vous savez apaiser les choses dans mon cœur, et que facilement on se laisse persuader aux personnes qu'on est. On était ébranlés par cette diantre d'animal. Je suis bien aise de vous voir, Cléonte. Et vous voici tout à propos. Mon mari vient. Prenez vite votre temps pour lui demander Lucille en mariage. Oh, madame, que cette parole m'est douce et qu'elle flatte mes désirs. Pouvais-je recevoir un ordre plus charmant, une faveur plus précieuse? Monsieur, je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite il y a longtemps. Elle me touche assez pour m'en charger moi-même. Et sans autre détour, je vous dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant que de vous rendre réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme. Monsieur, la plupart des gens, sur cette question, n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément, ce nom ne fait aucun scrupule à prendre, et l'usage aujourd'hui semble en autoriser le vol. Pour moi, je vous l'avoue, j'ai des sentiments sur cette matière un peu plus délicats. Je trouve que toute imposture est indigne d'un honnête homme, qu'il y a de la lâcheté à déguiser ce que le ciel nous a fait naître, à se parer aux yeux du monde d'un titre dérobé, à se vouloir donner pour ce qu'on n'est pas. Je suis né de parents sans doute qui ont tenu des charges honorables, je me suis acquis dans les armes l'honneur de 6 ans de service et je me trouve assez de bien pour tenir dans le monde un rang assez passable. Mais avec tout cela, je ne veux point me donner un nom ou d'autres en ma place, croirais pouvoir prétendre, et je vous dirai franchement que je ne suis point gentilhomme. Touchez-la, monsieur. Ah. Ma fille n'est pas pour vous. Comment? Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Que voulez-vous donc dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes, nous autres, de la côte de Saint-Louis? Taisez-vous, ma femme. je vous vois Descendons-nous venir. tous deux que de bonne bourgeoisie? Voilà pas le coup de langue. Et votre père n'était-il pas marchand, aussi bien que le mien? Peste soit de la femme, elle n'y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui. Mais pour le mien, ce sont des malavisés qui disent cela. Tout ce que j'ai à vous dire, moi,
c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre, et il vaut mieux pour elle un honnête homme, riche et bien fait, qu'un gentilhomme gai et mal bâti. C'est vrai, nous avons le fils du gentilhomme de notre village, qui est le plus grand malitorne et le plus saut dadais que j'ai jamais vu. Taisez-vous, impertinente! Vous venez toujours vous fourrer dans la conversation. J'ai du bien assez pour ma fille. Je n'ai besoin que d'honneur. Et je la veux faire marquise. Marquise? Oui, marquise. Hélas, Dieu m'en garde. C'est une chose que j'ai résolue. Et c'est une chose, moi, où je ne consentirai point. Oh. Les alliances, avec plus grand que soi, sont sujettes toujours à de fâcheux inconvénients. Je ne veux point qu'un gendre puisse un jour, à ma fille, reprocher ses parents. Ni qu'elle ait des enfants qui aient honte de m'appeler leur grand-maman. S'il fallait qu'elle me vînt visiter en équipage de grande dame et qu'elle manquât par mégarde de saluer quelqu'un du quartier, on ne manquerait pas aussitôt de dire sans sottise. Voyez-vous, dirait-on, cette madame la marquise, qui fait tant la glorieuse, mais c'est la fille de monsieur Jourdain, qui était trop heureuse et trop petite de jouer à la madame avec nous. Elle n'a pas toujours été aussi relevée que la voilà, et ses deux grands-pères vendaient du drap auprès de la porte Saint-Innocent. Ils ont amassé du bien à leurs enfants qu'ils payent maintenant peut-être bien cher en l'autre monde. Et l'on devient guère si riche à être honnête gens. Je ne veux point tous ces caquets. Je veux un homme en un mot qui mette obligation de ma fille et à qui je puisse dire: mettez-vous là, mon gendre, et dînez avec moi. Voilà bien les sentiments d'un petit esprit. De vouloir toujours demeurer dans la bassesse. Ne me répliquez pas davantage. Ma fille sera marquise, en dépit de tout le monde. Et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse. Cléo! Ne perdez pas courage encore. Suivez-moi, ma fille, et venez dire résolument à votre père que si vous ne l'avez, vous ne voulez épouser personne. Vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentiments. Je vous dis, j'ai un scrupule là-dessus que l'exemple ne saurait vaincre. Vous moquez-vous de le prendre sérieusement avec un homme comme cela? Voyez-vous pas qu'il est fou? Oh, Et vous coûtait-il quelque chose de vous accommoder à ces chimères? tu as raison. Mais je ne pensais pas qu'il fallût faire ces preuves de noblesse pour être gendre de Monsieur Jourdain. De quoi ris-tu? D'une pensée qui me vient pour jouer notre homme et vous faire obtenir ce que vous souhaitez. Comment? L'idée est tout à fait plaisante. Dis donc. Il s'est fait depuis peu une certaine mascarade qui vient le mieux du monde ici et que je prétends faire entrer dans une bourde que je veux faire à notre ridicule. Tout cela sent un peu sa comédie, mais avec lui on peut hasarder toute chose. Il est homme à jouer son rôle à merveille et donner aisément dans toutes les fariboles qu'on s'avisera de lui dire. J'ai les acteurs, j'ai les habits tout prêts, laissez-moi faire seulement. Mais apprends-moi ce que... Je vais vous assurer de tout, mais retirons-nous, le voilà qui revient. Le diable est ça! Ils n'ont rien que les grands seigneurs à me reprocher. Et moi, je ne vois rien de si beau que de hanter les grands seigneurs. Il y a qu'honneur et que civilité avec eux. Et je voudrais qu'ils me coûtaient 2 doigts de la main et être né comte ou marquis. Monsieur, voici monsieur le comte et une dame qu'il mène par la main. J'ai quelques ordres à donner. Dis-leur que je vais venir ici tout à l'heure. En attendant monsieur Jourdain, Dorante, le comte, fait sa cour à Dorimène, déjà éblouie et séduite par les libéralités princières de son amant. Mais si monsieur Jourdain les entendait, il apprendrait que Dorante a offert à sa maîtresse, comme gage de son amour, le diamant qu'il devait lui remettre de la part de monsieur Jourdain. Le bonhomme arrive, les chanteurs sont prêts, les valets font leur office, et le festin commence. Voilà un repas tout à fait magnifique. Madame, vous vous moquez, et je voudrais qu'il fût digne de vous être offert. Monsieur Jourdain a raison, madame, de parler de la sorte. Il m'oblige de vous faire si bien les honneurs de chez lui. Je demeure d'accord avec lui que le repas n'est pas digne de vous. Comme c'est moi qui l'ai ordonné et que je n'ai pas là-dessus les lumières de nos amis, vous n'aurez pas ici un repas fort savant. Et vous y trouverez des incongruités de bonne chair et des barbarismes de bon goût. Si Damis s'en était mêlé, tout serait dans les règles. Il y aurait partout de l'élégance et de l'érudition. Il ne manquerait pas
pas de vous exagérer lui-même toutes les pièces du repas qu'il vous donnerait, de vous faire tomber d'accord de sa haute capacité dans la science des bons morceaux, de vous parler d'un pain de riz, d'un biseau d'or et relevé de croûte partout, et croquant tendrement sous la dent, d'un vin à sève veloutée armé d'un verre qui n'est point trop commode, d'un carré de mouton gourmandé de piercis, d'une longe de veau de rivière, longue comme cela, blanche, délicate, et qui sous la dent est une vraie pâte d'amande, de perdrix relevée d'un fumet surprenant, et pour son opéra, d'une soupe à bouillon perlé, soutenue d'un jeune gros dindon, cantonné de pigeonneaux, et couronné d'oignons blancs mariés avec la chicorée. Mais pour moi, je vous avoue mon ignorance. Et comme l'a si bien dit Monsieur Jourdain, je voudrais que le repas fût plus digne de vous être offert. Je ne réponds à ce compliment qu'en mangeant comme il le fait. Que voilà de belles mains. Les mains sont médiocres, Monsieur Jourdain, mais vous voulez parler du diamant, qui est fort beau. Moi, madame, Dieu me garde d'en vouloir parler. Ce ne serait pas agir en galant homme. Et le diamant est fort peu de choses. Non, vous êtes bien dégoûté. Vous avez trop de bonté. Et qu'on donne du vin, Monsieur Jourdain, et à ces messieurs qui nous font la grâce de nous chanter à l'air à boire. C'est merveilleusement assaisonné la bonne chair que d'y mêler la musique, et je me vois ici admirablement régalé. Madame, ce n'est pas... Monsieur Jourdain, prêtons l'oreille à ces messieurs. Ce qu'ils nous diront vaudra beaucoup mieux que ce que nous pourrions dire. chanter, et cela est tout à fait beau. Oh, madame! Je vois encore ici quelque chose de plus beau. Ouais, monsieur Jourdain est galant plus que je ne le pensais. Comment, madame May, pour qui prenez-vous monsieur Jourdain? Je voudrais bien qu'elle me prie pour ce que je dirais. Encore? Oh, vous ne le connaissez pas. Elle me connaîtra quand il lui plaira. Je l'ai
Il est toujours homme qui a la riposte en main. Mais vous ne voyez pas, madame, que Monsieur Jourdain mange tous les morceaux que vous touchez. Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit. Oh, madame! Si je pouvais ravir votre cœur, je saurais le... Je trouve ici bonne compagnie. Et je vois bien qu'on ne m'y attendait pas. C'est donc pour cette belle affaire-ci, monsieur mon mari. Vous avez eu tant d'empressement à m'envoyer dîner chez ma sœur. Je viens de voir un théâtre là-bas. Je vois ici un banquet à Fernos. Voilà comme vous dépensez votre bien. Et c'est ainsi que vous festinez les dames en mon absence, que vous leur donnez la musique et la comédie, tandis que vous m'envoyez promener. Que dites-vous, madame Jourdain, et quelles fantaisies sont les vôtres de vous allez mettre en tête que votre mari dépense son bien et que c'est lui qui donne ce régal à madame? Apprenez que c'est moi, s'il vous plaît. Il ne fait que me prêter sa maison et vous devriez un peu mieux regarder aux choses que vous dites. Eh oui, impertinente. C'est monsieur le comte qui donne tout ceci à madame, qui est une personne de qualité. Il me fait l'honneur de prendre ma maison et de vouloir que je sois avec lui. Ce sont des chansons que cela, et je sais ce que je sais. Prenez, madame Jourdain, prenez de meilleures lunettes. Oh, je n'ai que faire de lunettes, monsieur. Et je vois assez clair. Il y a longtemps que je sens les choses. Et je ne suis pas une bête. Cela est fort vilain à vous, pour un grand seigneur, de prêter la main comme vous faites aux sottises de mon mari. Et vous, madame, pour une grande dame, cela n'est ni beau, ni honnête à vous, de mettre la dissension dans un ménage, et de souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Que signifie tout ceci? Allez, Dorante, vous vous moquez de m'exposer aux sottes visions de cette extravagance. Madame, monsieur le comte, faites-lui excuse. Tâchez de la ramener. Impertinente, voilà de vos beaux faits. Vous me venez faire des affronts devant tout le monde et vous chassez de chez moi des personnes de qualité. Je me moque de leur qualité. Je ne sais qui me tient maudite que je ne vous fende la tête avec les pièces du repas. Vous êtes venu me troubler. Je me moque de cela. Ce sont mes droits que je défends. Et j'aurai pour moi toutes les femmes. Allez, vous faites bien éviter ma colère. Oh, elle est arrivée là bien malheureusement. J'étais en humeur de dire de jolies choses. Et jamais je ne m'étais senti tant d'esprit. Déguisé en grand mufti, voici Coviel, le valet de Cléonte. Qu'est-ce que c'est que ceci? Monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vue. Non, monsieur. Je vous ai vu, vous n'étiez pas plus grand que cela. Moi? Oui, vous étiez le plus bel enfant du monde. Et toutes les dames vous prenaient dans leurs bras pour vous baiser. Pour me baiser? Oui, j'étais grand ami de feu, monsieur votre père. De feu, monsieur mon père? Oui, c'était un fort honnête gentilhomme. Mon père? Oui. Vous l'avez fort connu? Assurément. Et vous l'avez connu pour gentilhomme? Sans doute. Ma foi, je ne sais donc pas comment le monde est fait. Comment? Il y a de sottes gens qui me veulent dire qu'il a été marchand. Lui, marchand, c'est pure médisance. Ah. Il ne l'a jamais été. Non, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux, et comme il se connaissait fort bien en étoffe, il en allait se masser de tous les côtés, les faisait apporter chez lui, et en donnait à ses amis, pour de l'argent. Je suis ravi de vous connaître, afin que vous puissiez rendre ce témoignage-là, que mon père était gentilhomme. Je le soutiendrai devant tout le monde. Vous m'obligerez beaucoup. Quel sujet vous amène? Depuis avoir connu feu monsieur votre père, honnête gentilhomme, comme je vous ai dit, j'ai voyagé par tout le monde. Par tout le monde? Oui. Oh, je pense qu'il y a bien loin en ce pays-là. Assurément. Je ne suis revenu de tous mes longs voyages que depuis 4 jours, et par l'intérêt que je prends à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde. Quelle? Vous savez que le fils du grand Turc est ici. Moi? Non. Comment il a un train tout à fait magnifique et tout le monde le va voir. Il a été reçu ici comme un seigneur d'importance. Oh, ma foi, je ne le savais pas. Ce qui est avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille.
Le fils du grand-turc? Oui, et il veut être votre gendre. Mon gendre? Le fils du grand-turc? Le fils du grand-turc, votre gendre. Comme je le fus voir et que j'entends parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi. Et après quelques autres discours, il me dit... Axiom fonctionnaire Shalam Moustapha Gidelom, Amanahem Rahini ou Sherek Albulat. C'est-à-dire, n'as-tu point vu une jeune belle personne qui est la fille de Monsieur Jourdain, gentilhomme parisien? Le fils du grand-turc dit cela de moi? Oui. Comme je lui ai répondu que je vous connaissais particulièrement et que j'avais vu votre fille. Ah, me dit-il, Marababa Saheb. C'est-à-dire, ah, que je suis amoureux d'elle. Marababa Saheb veut dire ah que je suis amoureux d'elle? Oui. Ah, par ma foi, vous faites bien de me le dire. Car pour moi, je n'aurais jamais cru que Marababa Saheb eût voulu dire ah que je suis amoureux d'elle. Voilà une langue admirable que ce turc. Plus admirable qu'on ne peut croire. Savez-vous bien ce que veut dire Kakaraka Mouchen? Kakaraka Mouchen? Oui. Non. C'est-à-dire ma chère âme. Kakaraka Mouchen veut dire ma chère âme? Oui. Voilà que merveilleux. Kakaraka Mouchen, ma chère âme. Dirait-on jamais cela? Voilà qui me confond. Enfin, pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage. Et pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi. C'est une certaine grande dignité dans son pays. Mamamouchi? Oui, Mamamouchi. C'est-à-dire en notre langue, paladin. Hein? Paladins, ce sont de ces anciens... paladins, enfin. Il n'y a rien de plus noble que cela dans le monde et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre. Le fils du grand turc m'honore beaucoup et je vous prie de me mener chez lui pour lui en faire mes remerciements. Le voilà qui va venir ici. Il va venir ici? Oui, et il amène toute chose pour la cérémonie de votre dignité. Oh, voilà qui est bien prompt. Son amour ne peut souffrir aucun retardement. Mais tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opiniâtre qui s'est allée mettre dans la tête un certain Cléonte. Et elle refuse d'épouser personne que celui-là. Elle changera de sentiment quand elle verra le fils du grand turc. Puis il se rencontre ici une aventure merveilleuse. C'est que le fils du grand turc ressemble à ce Cléonte. À peu de choses près. Je viens de le voir, on me l'a montré. Et l'amour qu'elle a pour l'un pourra aisément passer à l'autre. Je l'entends venir. Le voici. Ambusaimo Kibora Fiordina, salam aleki. C'est-à-dire, Monsieur Jourdain, votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. Ce sont façons de parler obligeantes de ce pays-là. Je suis très humble serviteur de son Altesse turque. Karika Komboto Ustinmora. Ustiniok katamaleki basum basi alamra. Il dit que le ciel vous donne la force des lions et la prudence des serpents. Son Altesse turque m'honore trop et je lui souhaite toutes sortes de prospérité. Osabinamen, ça doit babalir en Kafoura. Men. Il dit que vous allez vite avec lui vous préparer pour la cérémonie afin de voir ensuite votre fille et de conclure le mariage. Tant de choses en 2 mots? Oui, la langue turque est comme cela, elle dit beaucoup en peu de paroles. Allez vite où il souhaite. Ah! C'est tout à fait drôle qu'elle dise. Quand il aura pris son rôle par cœur, il ne pourrait pas mieux jouer. Je vous prie, monsieur, de nous vouloir être séant dans une affaire qui s'y passe. Gabriel, qui t'aurait reconnu comme te voilà ajusté? Vous voyez? De quoi rit-il? Une chose, monsieur, qu'il mérite bien. Comment? Je vous le donnerai en bien des fois, monsieur, à deviner le stratagème dont nous servons auprès de monsieur Jourdain pour porter son esprit à donner sa fille à mon maître. Je ne devine pas le stratagème, mais je devine qu'il ne peut manquer de faire son effet puisque tu l'entreprends. Je sais, monsieur, que la bête vous est connue. Apprends-moi ce que c'est. Prenez la peine de vous tirer un peu plus loin pour faire place à ce que j'aperçois venir. Vous pourrez voir une partie de l'histoire, tandis que je vous conterai le reste.
Et voici que commence la mascarade turque, la fausse cérémonie pour ennoblir M. Jourdain et lui conférer le titre de Mamamouchi. Sur la conduite de Koviel, déguisé en grand mufti, les derviches, les turcs dansants et les turcs musiciens, somptueusement vêtus et en turbanés, font emballer leur entrée. Ils habillent M. Jourdain en mamamouchi, longue robe, immense turban, grand sabre recourbé en sautoir. Dice Turque questa è la Battista, la Battista, la Battista? Ja! Zunglista? Ja! Coffita? Ja! Usita, morista, fronista? Ja! 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 Yok, yok, yok! Starpagana? Ja! Luterana? Ja! Puritana? Ja! Bramina, Mofina, Zurina? Ja! 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 Yok, yok, yok! Mahometana! Mahometana! Come camarà, come camarà? Giordina! Giordina! Giordina? Giordina! Giordina, Giordina, Giordina! Giordina, Giordina, Giordina! Ils saisissent M. Jourdain et le font sauter en l'air. Les danseurs se retirent. L'obscurité se fait. Dans un halo de lumière, M. Jourdain est resté seul. Soudain, la porte du premier étage s'ouvre et s'éclairant d'une bougie, voici Mme Jourdain. Elle n'a pas vu son mari assis au milieu de la pièce. Soudain, elle l'aperçoit.
moment que vous allez porter, est-il temps d'aller en masque? Parlez donc, qu'est-ce que c'est que ceci qui vous a fagoté comme cela? Voyez l'insolente de parler de la sorte à un mamamouchi. Comment donc? Oui, il me faut porter du respect maintenant. Et l'on vient de me faire mamamouchi. Que voulez-vous donc dire avec votre mamamouchi? Mamamouchi, vous dis-je. Je suis mamamouchi. Quelle bête est-ce là? Mamamouchi. C'est-à-dire, dans notre langue, paladin. Oh, paladin, êtes-vous en âge de danser des ballets? Quelle ignorante! Je dis paladin! Et c'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie. Quelle cérémonie donc? Mahameta per Jordina! Qu'est-ce que ça veut dire? Jordina! C'est-à-dire Jourdain. Eh bien quoi, Jourdain? Voler fare un paladina de Jordina. Comment? Dar turbanta con galera. Qu'est-ce à dire cela? Per défendre Palestina. Que voulez-vous donc dire? Dara bastonara. Qu'est-ce que c'est donc ce jargon-là? Non teneronta questa star l'ultima fronta. Qu'est-ce que c'est donc que tout cela? Ou là-bas. Balachou. Balaba. Balada. Ou là-bas. Balachou. Balaba. Balada. Ou là-bas. Balachou. Balaba. Balachou. Balaba. Balada. Ou là-bas. Balachou. Balaba. Balada. Balachou. Balaba. Balada. Ou là-bas. Balachou. Balaba. Balada. Hélas, mon Dieu, mon mari est devenu fou. Paix! Insolent! Portez un respect à monsieur le mamamouchi! Où est-ce donc qu'il a perdu l'esprit? Courons l'empêcher de sortir. Ah ah! Voici justement le reste de notre écu. Je ne vois que chagrin de tous côtés. Oui, madame, vous verrez la plus plaisante chose qui se puisse voir. Je ne crois pas que dans tout le monde, il soit possible de trouver encore un homme aussi fou que celui-là. Et puis, madame, il faut tâcher de servir l'amour de Cléonte et d'appuyer sa mascarade. C'est un fort galant homme et qui mérite que l'on s'intéresse pour lui. J'en fais beaucoup de cas et il est digne d'une bonne fortune. En outre, nous avons ici un ballet qui nous revient qu'il ne faut pas laisser perdre. Il faut bien voir si mon idée pourra réussir. Oh, Dorante, j'ai vu ici des apprêts magnifiques. Et ce sont des choses que je ne puis plus souffrir, oui. Je veux vous empêcher vos profusions. Et pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vous vois faire pour moi, j'ai résolu de me marier promptement avec vous. C'en est là le vrai secret, car ces choses finissent avec le mariage, comme vous savez. Madame, est-il possible que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution? Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner. Sans cela, je vois bien qu'avant qu'il fût peu, vous n'auriez plus un sou. Que j'ai l'obligation aux soins que vous avez de conserver mon bien. Il est entièrement à vous, aussi bien que mon cœur, et vous en userez de la façon qu'il vous plaira. J'userai bien de tous les deux. Oh, mais voici notre homme. La figure en est admirable. Monsieur, nous venons rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du grand Turc. Monsieur, je vous souhaite la force du serpent et la prudence du lion. Je suis bien aise, monsieur, d'être les premières à venir vous féliciter du haut degré de gloire où vous êtes monté. Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Je vous suis infiniment obligé de prendre part aux honneurs qui m'arrivent. Et j'ai beaucoup de joie de vous voir revenu ici, pour vous faire les très humbles excuses de l'extravagance de ma femme. Ce n'est rien, j'excuse en elle un pareil mouvement. Votre cœur lui doit être précieux, et il n'est pas étrange que la possession d'un homme comme vous puisse inspirer quelques alarmes. La possession de mon cœur?
est une chose qui vous est tout acquise. Vous voyez, madame, que monsieur Jourdain n'est pas de ces gens que les prospérités aveuglent et qu'il sait dans la gloire connaître encore ses amis. Et c'est la marque d'une âme tout à fait généreuse. Mais où est donc son Altesse turque? Nous voudrions, comme vos amis, lui présenter nos devoirs. Le voilà qui vient. J'ai envoyé guérir ma fille pour lui donner la main. Monsieur, nous voulons faire la révérence à votre Altesse comme ami de monsieur votre beau-père et l'assurer avec respect de nos très humbles services. Où est donc le truchement pour lui dire qui vous êtes et lui faire entendre ce que vous dites? Vous verrez comme il répondra. Il parle turc à merveille. Oh là, où devrait-il aller? Monsieur est un grande signore. Grande signore. Non. Grande signore. E madama, una grande dama. Grande dama. Aïe. Lui, monsieur, lui. Mamamouchi français. Et madame. Mamamouchi française. Je ne peux pas lui parler plus clairement. Bon, voilà l'interprète. Mais où allez-vous donc? Nous ne saurions rien dire sans vous. Dites-lui un peu que monsieur et madame sont des personnes de grande qualité, qui lui viennent faire la révérence comme mes amis et l'assurer de leur service. Vous allez voir comme il va répondre. Vous voyez? Il dit que la pluie des prospérités arrose en tout temps le jardin de votre famille. Je vous le disais bien qu'il parle turc. Et cela est admirable. Oh, venez, ma fille. Venez, approchez-vous. Donnez la main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Non, mon père, comme vous voilà fait, c'est une comédie que vous jouez. Non, ce n'est pas une comédie. C'est une affaire fort sérieuse et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous donne. À moi, mon père? Oui, à vous. Allons, touchez-lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je ne veux pas me marier. Et je le veux, moi qui suis votre père. Je n'en ferai rien. Oh, que de bruit, allons ça à votre main. Non, mon père, je vous l'ai dit, il n'est point de pouvoir qui puisse obliger à prendre un autre mari que Cléonte. Et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités que... Derrière le dos de M. Jourdain, Cléonte décolle sa fausse barbe et Lucille le reconnaît. Je vous dois entière obéissance et c'est à vous à disposer de moi selon vos volontés. Oh, je suis ravi de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Et il me plaît d'avoir une fille obéissante. Comment donc? Qu'est-ce que c'est que ceci? On dit que vous voulez donner votre fille en mariage à un carré prenant? Taisez-vous, impertinente. Vous venez toujours mêler vos extravagances à toute chose. Et il n'y a pas moyen de vous apprendre à être raisonnable. C'est vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage et vous allez de folie en folie. Tel est votre destin. Et que voulez-vous faire avec cet assemblage? Je veux marier notre fille avec le fils du grand Turc. Avec le fils du grand Turc? Oui, faites-lui faire vos compliments par le truchement que voilà. Oh, je vais faire du truchement. Et je lui dirai bien moi-même à son nez qu'il n'aura pas ma fille. Voulez-vous bien vous taire encore une fois? Comment, madame, vous vous opposez à un bonheur comme celui-là et vous refusez son Altesse turque pour genre? Mon Dieu, monsieur, mêlez-vous de vos affaires. C'est une grande gloire
qui n'est pas à rejeter. Madame, je vous prie aussi de ne vous point embarrasser de ce qui ne vous touche Mais pas. c'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait nous intéresser dans vos avantages. Je me passerai bien de votre amitié. Voilà mademoiselle votre fille qui consent aux volontés de son père. Qui consent à épouser un Turc. Sans doute. Elle peut oublier Cléante. Mais que ne ferait-on pas pour être grande dame? Je l'étranglerais de mes mains si elle avait fait un coup comme celui-là. Voilà bien du caquet. Je vous dis que ce mariage-là se fera. Et moi, je vous dis qu'il ne se fera pas. Ah, que de bruit. Ma mère. Allez, vous êtes une coquine. Quoi? Vous la querellez de ce qu'elle m'obéit? Oui, elle est à moi, aussi bien qu'à vous. Madame. Que voulez-vous compter? Un mot. Je m'excère de votre mot. Monsieur, si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous voulez. Non, je n'y consentirai point. Écoutez-moi seulement. Non. Mais écoutez-le. Non, je ne veux pas l'écouter. Il vous dira. Non, je ne veux pas qu'il me dise rien. Voilà une bien grande obstination de femme. Cela vous fera-t-il mal de l'entendre? Ne faites que m'écouter, vous ferez après ce qu'il vous plaira. Eh bien, quoi? Il y a 1 heure, madame, que nous vous faisons signe. Ne voyez-vous pas bien que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari? Que nous l'abusons sous ce déguisement? Que c'est Cléante lui-même qui est le fils du grand Turc? Et moi, combien de truchement? Comme cela, je mens. Ne faites pas semblant de rien. Voilà qui est fait. Je consens au mariage. Ah! Voilà tout le monde raisonnable. Vous ne vouliez pas l'écouter, hein? Je vous disais bien, moi, qu'il vous expliquerait ce que c'est que le fils du grand Turc. Oui. Il me l'a expliqué comme il faut, et j'en suis fort satisfait. Envoyons quérir un notaire. Voilà qui est bien. Il y a enfin, Madame Jourdain, que vous ayez l'esprit tout à fait tranquille et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous auriez pu concevoir de monsieur et votre mari. Oh. C'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, Madame et moi. Pour cela, j'y consens aussi. Non, c'est pour lui faire accroire. Il faut bien l'amuser par cette fête. Qu'on aille vite quérir le notaire. En attendant qu'il vienne et qu'il dresse les contrats, voyons notre ballet et offrons-en le divertissement à son Altesse. C'est fort bien avisé. Allons prendre nos places. Et Nicole? Je la donne au truchement. Et ma femme à qui la voudra. Monsieur, je vous remercie. Si l'on en peut voir un plus fou, je l'irai dire à Rome. Sont heureux